Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bien dans cette vidéo d'actualité du 10 décembre 2025 à la veille de la réception des Go Ahead Eagles en Europa League. Vous le savez, on est leader de l'Europa League. D'ailleurs, Paulo Fonseca ne s'est pas gêné pour nous le faire remarquer à plusieurs reprises. Et donc, quand vous perdez à Lorient, vous êtes obligé d'aligner quand même une équipe très performante pour pouvoir s'imposer face à cette équipe des Pays-Bas. On va parler donc de la conférence de presse de Fonseca. On va parler un petit peu aussi de Descamps qui était lui aussi en conf. On va parler du dossier Hendrick. On va parler de Tessman. Et oui, c'est Foot Mercato qui relaie la Gazzetta dello Sport. Et on va voir comment la Coupe du Monde impacte le Mercato. Et il y a un impact énorme. Alors, il y a un impact énorme et ça peut vous permettre d'avoir des tactiques un peu vaches, mais efficaces pour pousser certains joueurs vers la sortie. Enfin, je vous donnerai ma compo. Fonseca a dit qu'il mettra la meilleure équipe possible, donc ça nous donne une indication, d'autant qu'on sait que Descamps va débuter. On va parler de Hendrick. Et oui, j'ai sorti une vidéo hier en vous disant que le Real Madrid bloquait Hendrick pour le moment. Et oui, j'ai vu beaucoup de gens dans les commentaires qui considéraient que Hendrick c'était fini. Non, c'est pas fini. Comme je l'ai toujours dit, y compris dans ma vidéo exclusive où j'annonce que Hendrick, le Real et l'OL sont d'accord, ce qui était vrai, pas finalisé, de toute façon ça ne pouvait pas être finalisé, je précisais quand même qu'il y avait deux conditions. La première, le deal ne pourrait pas se faire s'il y avait des blessés importants du côté du Real. Or là, pour le moment, Mbappé est blessé, mais bon, a priori, c'est pas grave. Dans la composition publiée ce matin par l'équipe, bien qu'Mbappé ne soit pas forcément présent, on ne sait pas, à l'heure actuelle on ne sait pas, Hendrick n'est pas titulaire. Et la deuxième condition, c'est que le Real voulait finaliser le prêt le 31 janvier. Et l'OL n'était pas d'accord. Dit non, il faut que ce soit le 15 janvier maximum qu'on puisse se retourner. Donc là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je pose la question. Est-ce qu'il faut attendre le 15 janvier en travaillant évidemment sur d'autres dossiers ? Moi, ça me paraît évident. Il n'y a pas besoin de le préciser. Évidemment, on ne travaille pas que sur Hendrick et se retrouver le bec dans l'eau le 15 janvier. Donc, on travaille sur Hendrick jusqu'au 15 janvier et sur d'autres dossiers. Ou alors, là, tout de suite, on dit le Real, ras la casquette, qui garde leur Hendrick, on va chercher quelqu'un d'autre. La question, elle est là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de patienter ? Je le rappelle, en travaillant sur d'autres dossiers en même temps. Ou est-ce que là, il faut dire, le Real, ils savent pas ce qu'ils veulent, les conditions qu'ils nous proposent ne nous conviennent pas, donc Hendrick, tant pis, on trouvera quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas facile. Mais comme je l'ai dit avec Siwaka, on va vous proposer des joueurs à recruter dans la même situation qu'Hendrick, c'est-à-dire des joueurs qui ont perdu du temps de jeu et qui pourraient voir dans le fait de venir à l'Olympique lyonnais, le fait de s'afficher pour pouvoir convaincre leur sélectionneur de les prendre pour la Coupe du Monde. Alors justement, puisqu'on parle de la Coupe du Monde, vous savez, elle se joue aux États-Unis, avec déjà des mauvaises nouvelles. On aura des recours à la VAR sur les corners, et en plus, sur les deuxièmes cartons jaunes. Ça, à la limite, ça me paraît normal. Mais sur les corners, Et en plus, la FIFA vient d'annoncer qu'il y aurait systématiquement une pause fraîcheur de 3 minutes. Au milieu de chaque mi-temps. Donc en fait, on passe sur des cartons. Ouais, mais bon. Et M6, qui va diffuser les matchs, a dit pendant les 3 minutes, il y aura de la pub. Alors autant vous dire qu'aux États-Unis, il y aura de la pub. De toute façon, pour ceux qui regardent comme moi les sports américains, que je regarde plus trop maintenant. Quand vous regardez un match de basket, vous ne regardez pas un match de basket avec la pub au milieu. Regardez de la pub avec un match de basket au milieu. Tellement il y a de pub et de coupures, c'est un truc de fou. Bon, bref. Donc Tessman, lui, américain, pour le moment sélectionné, nous dit-on du côté de la Gazzetta dello Sport repris par Foot Mercato, que la Fiorentina serait intéressée par Tanner Tessman qui le
suit depuis longtemps. Hein, cette info a déjà circulé sur des mercatos précédents. Alors, pour tout vous dire, les amis, un certain nombre de personnes dans les commentaires me remettent souvent Tessman sur la table en disant « Ah, quand même, bon, il a bien commencé la saison, mais depuis, franchement, ça casse pas trop patin à un canard. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de le transférer ?» Ah, moi, je disais, et j'ai sans doute tort, je disais « Non, mais attends, Tessman, il va pas partir à 6 mois de la Coupe du Monde. Pas possible. Il est titulaire à l'OL, c'est pas sûr qu'il soit titulaire dans un nouveau club. Donc non, il va pas partir. Peut-être l'été prochain, d'accord, mais cet hiver, il partira pas. Et puis maintenant, j'en suis moins sûr. Mon petit doigt me dit, Tessman, il passerait peut-être pas l'hiver du côté de l'OL. Alors, justement, ça me permet d'enchaîner sur comment la Coupe du Monde impacte le mercato. Alors, jouer une Coupe du Monde, c'est un rêve, je pense, pour tout footballeur. C'est une fois tous les 4 ans, pour le moment, ça va peut-être passer à 2. C'est une fois tous les 4 ans et vous n'êtes jamais sûr d'y être. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc quand vous pouvez y aller, il faut y aller. Voilà. Même si c'est pour faire banquette, l'expérience, elle est extraordinaire. Alors d'autant plus pour un Tanner Tessman. Et oui, lui est américain, c'est la seule chance de sa vie déjà de jouer la Coupe du Monde. Et en plus aux États-Unis, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur de sa carrière. Et donc, comment impacter le mercato du fait de cette Coupe du Monde si vous voulez faire sortir Tessman? Vous lui dites, écoute mon gars, tes performances depuis 2 mois, elles ne sont pas au niveau. Donc si tu restes, sache que tu es remplaçant et donc que tu ne seras plus titulaire. Donc là, Tessman, il n'y a pas le choix. S'il reste remplaçant à l'Olympique Lyonnais, il est pas sûr du tout d'être sélectionné. Par contre, s'il devient titulaire dans un club un peu en vue et qui joue bien, là, il a de vraies chances d'être sélectionné. Mais c'est pas un titulaire indiscutable en équipe des États-Unis. Donc l'OL, alors c'est vrai, c'est un peu du chantage. C'est même totalement du chantage. Si elle veut se débarrasser de Tanner Tessman, eh bien, il faut tout simplement faire du chantage au banc, au manque de temps de jeu, pour qu'il se sente dans l'obligation de partir aller chercher un défi ailleurs. Et je dirais que c'est la même logique pour Aurel Mangala. Alors, Aurel Mangala, c'est plus compliqué. On sait déjà, comme nous l'a dit Paulo Fonseca, qu'il ne sera pas là demain. Il s'est refait mal à l'entraînement. Donc, recaser Mangala, c'est vraiment pas facile. Il sort des croisés et il se reblesse systématiquement. Je rappelle que son genou gonflait dès le mois de septembre. Il devait revenir dès le mois de septembre à l'entraînement collectif, mais bon, à chaque fois qu'il jouait, son genou gonflait. Donc on va peut-être tenter la même chose avec Aurel Mangala, histoire de rapatrier un peu de sous et de libérer la masse salariale. Il ne faut pas l'oublier. Rappelons quand même que les dirigeants ont dit, si des joueurs arrivent, des joueurs partiront. 1 pour 1. Donc si vous voulez un défenseur central, si vous voulez un numéro 9, il faudra au moins 2 départs. Et ces 2-là, justement, en faisant un petit peu de chantage à la Coupe du Monde, vous pouvez peut-être les sortir. Après, il faut trouver des clubs qui les prennent. Je pense que Tessman, c'est pas très dur. Mangala, c'est à mon avis quasiment impossible. Donc, la Coupe du Monde impacte le mercato parce que vous pouvez faire sortir des joueurs, mais vous pouvez aussi faire rentrer des joueurs. C'est toute la logique d'Hendrick. Mais il n'y a pas que lui. Il y a peut-être d'autres joueurs, et d'ailleurs on est en train de les chercher avec Siwaka. J'espère qu'on va pouvoir débusquer des joueurs qui veulent aller à la Coupe du Monde et qui ne sont pas sûrs parce qu'ils ne jouent pas ou ils ont perdu du temps de jeu, il y a des gars qui sont passés devant eux, etc., etc. Donc on va essayer de trouver un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant qui remplissent ces conditions-là. Pour envisager, attention on s'amuse, on n'a pas de prétention là-dedans, pour proposer des solutions, déjà pour voir que des solutions existent. Après, évidemment, on ne connaît pas le contexte, on ne connaît pas les agents, on ne connaît pas le comportement du joueur en interne, etc. Donc on ne va pas se faire plus connaisseur qu'on ne l'est, mais c'est pour s'amuser et surtout pour montrer qu'il y a des potentialités. On va passer à la conférence de presse. On va commencer par Rémi Descamps. Vous savez que Rémi Descamps, il n'a vraiment pas eu de bol. Il était titulaire en début de saison, il faisait des prestations plutôt bonnes, alors pas toujours exceptionnel, notamment à Rennes, etc. On lui a reproché des choses. Bon, moi, j'étais plus clément sur ce sujet-là.
Et puis il se blesse. Donc Greif a pris la place et Greif a été globalement, je dis bien globalement, correct. Donc évidemment, Paulo Fonseca, il dit, Greif, il a été recruté pour être numéro 1. Il est numéro 1, il nous a fait gagner des points. Il a des défauts, notamment sur les sorties. Moi, vraiment, les sorties de Greif, ça me plaît pas du tout. Mais bon, il fait le taf. Il fait le taf et en plus, il y a vraiment des matchs où on a gagné des points grâce à lui. Donc bon, évidemment, Descamps, c'est un peu le dindon de la farce. Hein. Et d'ailleurs, quand il est blessé, j'ai dit, ça va être très difficile pour lui de retrouver une place de titulaire. Donc là, il joue les matchs d'Europa League, il jouera, je pense, les matchs de Coupe de France. Mais bon, évidemment, lui, ça ne lui va pas. Quand vous avez titulaire et que vous perdez votre place à cause d'une blessure et que vous revenez bien, évidemment, vous êtes extrêmement frustré. Il est frustré, Rémi Descamps, et il ne se cache pas pour le dire. Il nous dit qu'il faut travailler, montrer de quoi on est capable pour pousser l'autre. Je me maintiens au même niveau d'exigence pour décrocher ce que je veux. C'est sûr que la concurrence fait avancer, mais ce qui n'est pas repris là dans ce visuel de l'Olympique Lyonnais, c'est qu'il a les dents qui rayent le parquet et il le dit carrément, il veut regagner sa place. Donc à l'entraînement, lui et Greif se poussent l'un l'autre, mais sachez bien que Rémi Descamps, il espère bien redevenir titulaire. Donc redevenir titulaire, ça veut dire d'une certaine manière, il ne le dit pas, espérer que l'autre se plante un moment ou un autre, ou se blesse. Bon, on ne souhaite pas la blessure d'un collègue, mais bon, gardien, si le gardien numéro 1 est présent et pas blessé, ou il ne fait pas de grosses caillades, vous êtes coincé, hein, vous n'aurez pas de temps de jeu. Alors on a parlé de la défense à 5, alors il dit, quand on a le ballon, ça ne change rien. Sur la construction du jeu, ça ne change rien. C'est même plus facile de défendre sur la largeur, mais c'est vrai que parfois, il y a des problèmes sur les 1 contre 1 dans les côtés. Pour expliquer la baisse de performance de l'équipe depuis quelques matchs, il dit, nous, de toute façon, on prépare tous les matchs de la même manière. Mais parfois, il y a eu des scénarios qui étaient un peu différents. Puis, il y a quand même une accumulation de matchs, donc ça génère un petit peu de fatigue physique, mentale. On a un effectif quand même assez resserré, on a beaucoup de jeunes. Donc on doit quand même améliorer notre concentration sur chaque match et sur la durée du match. Il dit avec Dominique Greif, on est évidemment en concurrence, mais on se pousse mutuellement et c'est de toute façon le coach qui va arbitrer qui joue, qui ne joue pas. On va passer à Paulo Fonseca. Paulo Fonseca qui est dans le déni. J'aime pas trop psychologiser, mais parfois je me pose des questions avec lui. Alors, il nous a déjà dit que Kluivert, Mangala et Tanner Tessmann ne seraient pas disponibles. Il fait remarquer que Go Ahead Eagles, il ne faut pas les prendre pour des charlots. Ils sont 10-11e dans leur championnat, mais ils ont quand même battu Aston Villa. Alors moi, je tempérerais. Ils ont battu Aston Villa au moment où Aston Villa était à la cave. Je pense que si Go Ahead Eagles joue Aston Villa aujourd'hui, ils en prennent 5 et on n'en parle plus. Aston Villa, très fort. Ils ont battu Arsenal. Quand même. Bon. On a dit, j'ai regardé beaucoup de matchs, il y a beaucoup de qualités. Cette équipe est très compacte, mais elle a des vraies qualités offensives. Ils ont aussi battu le Feyenoord. Donc il dit, si vous battez Aston Villa et le Feyenoord, c'est que vous êtes une bonne équipe. Je ne serais pas aussi confiant pour Go Ahead Eagles que Monsieur Fonseca. Alors on a interrogé sur le problème Ghezzal. Vous savez, Utrecht a porté plainte auprès du TAS, puisque Ghezzal a joué des matchs alors qu'il était enregistré de manière erronée. Alors là, c'est le directeur ou je sais pas, représentant de la communication, il dit on répond pas à la question. Allez, hop, circuler, il n'y a rien à voir. On va attendre la décision de justice. Alors, il était branché sur la défense à 3. Vous savez que je suis un grand pourfendeur de la défense à 3, mais alors Paulo Fonseca, il reste droit dans ses bottes. Il dit, c'est pas le système. C'est pas le système, c'est les intentions. Alors moi, j'ai quand même, je pense, montré que le système, il engendrait des choses qui, à mon avis, n'étaient pas bonnes. Que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, et aussi le fait de se priver d'ailier. Ça, c'est des faits. Alors oui, je suis d'accord.
Si tu mets pas les intentions, t'as beau faire du 4-2-3-1, du 4-3-3 ou 3-4-3, ça va pas marcher. Mais je pense quand même qu'on n'a pas une équipe faite pour le 3-4-3. En tout cas, c'est mon point de vue. Paulo Fonseca, comme je l'ai dit, reste droit dans ses bottes. Il dit, c'est là où, pour moi, il y a du déni. C'est qu'il dit, quand même, à Lorient, on a été bon défensivement, on n'a pris qu'un but. Et ils ont quasiment 3 XG, qu'est-ce que tu me racontes? Ils étaient 17e du championnat, tu prends 3 XG, c'est les plus gros XG concédés par l'OL cette saison. Même contre le PSG, on n'en a pas eu autant. Qui n'aiment pas me dire qu'on est bon défensivement, je suis pas d'accord. C'est pas possible. On peut pas raconter des saucisses quand même. Hein. Alors il dit, et offensivement, donc il dit on a été bon contre Lorient, offensivement, qu'on joue à 3 ou qu'on joue à 4, c'est pareil. Ah non. Quand t'as Abner et Maitland-Niles qui doivent animer les ailes, c'est pas pareil que si t'as Moreira et Karabek, ou même Schultz. Donc non, là je peux pas être d'accord avec lui. Bref. Alors ensuite, il nous dit, ce qui compte, c'est la dynamique de la structure. Le langage un petit peu comme ça. Bon bref, donc il ne condamne pas la défense à 3, mais ça m'étonnerait qu'on rejoue de sitôt en défense à 3. En tout cas, tant que Clinton Mata est là. À mon avis, on va repasser à 4. On le verra dès demain. Hein. D'ailleurs, je proposerai un système à 4. On a parlé quand même de Maitland-Niles, parce que Maitland-Niles, il catalyse quand même énormément de critiques. À juste titre. Alors il dit, j'ai parlé avec Maitland-Niles de son inconstance. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Et il dit, on n'a pas de défenseur droit de cette qualité. Ah, c'est sympa pour Attebourg. Il est rapide, il est bon offensivement, il est bon défensivement. Je travaille avec lui pour cet équilibre mental. Il ne joue pas toujours à son meilleur niveau, mais je ne peux pas tout faire. C'est un problème de caractère, de personnalité, c'est difficile à changer. Donc il dit, bah oui, moi je peux essayer de le motiver comme je peux, mais bon, il est un peu indolent, il est comme ça, c'est sa personnalité, on n'y peut pas grand-chose, et c'est vrai que, bon, je sais pas, il a 25-26 ans, vous n'allez pas en faire un tueur à chaque match à 26 ans. Hein, il est comme ça, il faut le prendre comme ça. Bon, moi, personnellement, ça ne me convient pas. Ensuite, on l'a interrogé sur les problèmes de l'équipe récents. 9 points sur les 9 derniers matchs de championnat. Ah, ça ne lui a pas plu. Enfin, les journalistes n'ont pas dit 9 points sur les 9 matchs. C'est moi qui le dis. C'est un fait. Alors il dit, mais parfois, quand vous parlez de l'équipe, on a l'impression qu'on est dernier du championnat, alors qu'on est 5e. Et il dit, d'ailleurs, en début de saison, tout le monde pensait qu'on allait être en grande difficulté, qu'on jouerait le bas de tableau. Alors, on sait qu'on devrait et qu'on aurait pu avoir plus de points. Mais bon, on est 5e en championnat, on est premier en Europa League. Alors qu'au final, on n'a pas beaucoup de solutions et qu'on a connu beaucoup de problèmes. Donc oui, on sait que c'est pas parfait, qu'il y a des points à améliorer. Mais il dit aussi, et ça c'est quelque chose qu'il dit déjà depuis un certain temps, mais bon, c'est à lui de trouver des solutions, c'est pas à nous. Hein. Il dit, c'est vrai qu'il y a quand même un problème face aux équipes moins fortes. On n'arrive pas à se mettre dans la mentalité d'aller gagner. Alors quand il dit on, c'est les joueurs. Face aux petites équipes. Et moi, je martèle. Je dis, c'est pas un problème physique, c'est pas un problème technique, c'est pas un problème tactique, c'est un problème de mentalité. On doit jouer de la même manière face à tous les adversaires. Moi, je pense qu'il n'y a pas que ça. Alors oui, il y a des problèmes d'attitude. Notamment à Auxerre, je dirais, et puis à Lorient. Mais il n'y a pas que ça. Résumer ça à un problème d'attitude, selon moi, c'est caricatural. Je pense qu'il y a des problèmes de système. Je pense qu'il y a aussi des choix d'hommes. Parce que le système détermine qui va jouer. Et je pense qu'il ne met pas les bonnes personnes sur le terrain. Alors il dit, pour terminer, que prendre les 3 points demain, c'est très important. Il dit, on va jouer avec la meilleure équipe possible. Je ne pense pas au match du Havre. On verra ça après. Donc il veut gagner demain. Mais oui, mais quand vous sortez d'une défaite, vous voulez gagner, surtout devant votre public. Et puis il a terminé, c'est pour ça que je dis on aura terminé. Il n'a pas terminé 2 fois, non, il a terminé. C'est moi qui le relate mal. Avec Moussa Niakhaté, il a été interrogé sur Moussa Niakhaté, il dit c'est un grand leader. Il est très très important et il peut même parfois être frontal.
Je pense que dans le vestiaire, si tu files pas droit, Niakate, il te prend entre 4 murs et puis bon, il te fait comprendre la vie. Bon, pour le moment, il y a quand même des matchs où il y a des ratés. Donc c'est bien d'avoir des leaders comme Tagliafico, comme Tolisso, comme Mata, comme Niakate. Mais bon, ça fait quand même plusieurs matchs cette saison qu'on n'attaque pas, et Fonseca évidemment, qu'on n'attaque pas avec la bonne attitude, avec la bonne énergie. Donc ça quand même, ça me gêne un peu. Donc voilà pour la conférence de presse de Paulo Fonseca. Alors pour la composition, j'ai décidé de repartir avec ce qui a fait notre dernier beau succès, c'est-à-dire la victoire face à Strasbourg. On n'était pas en défense à 3. Et je pense quand même qu'on a fait un très bon match. Donc 4-3-3, 4-2-3-1, c'est-à-dire avec Morton et un autre milieu devant la défense et Tolisso en 10. L'idée, c'est quand même de mettre les mecs les plus efficaces sur le terrain. Donc, on va évidemment mettre Descamps à la place de Greif. On va mettre Attebourg à la place de Maitland-Niles. Sinon, là, ça reste les mêmes. On peut éventuellement mettre Abner à la place de Tagliafico pour garder Tagliafico pour le match du Havre. Ça ne me gêne pas. Devant la défense, donc, Morton, évidemment, avec Calismera et surtout pas de Carvalho, s'il vous plaît. Puisque Tessman et Mangala ne sont pas disponibles. En numéro 10, on va retrouver Tolisso. En faux 9, Schulz. À droite, Karabek. Et à gauche, Morera, le joueur le plus efficace sur les 2 derniers mois. Donc vous voyez, retour au bon vieux 4-3-3, 4-2-3-1. Avec tout simplement les meilleurs joueurs et des rotations au poste où quand même faut concerner des joueurs comme le gardien et peut-être revoir Attebourg qui pour le moment on va dire n'a pas forcément eu des bonnes minutes à jouer puisqu'en gros à chaque fois qu'il était sur le terrain ça a été catastrophique pour l'OL. Il n'est pas forcément responsable de tout mais bon que ce soit contre Lorient, que ce soit sur ses entrées et sur d'autres matchs, ça n'a pas été bon du tout. Bref. Alors, je vous aurais bien parlé des Go Ahead Eagles, mais je ne sais pas, je ne sais rien sur cette équipe. Je ne sais pas où on peut voir les matchs. Donc voilà, j'ai rien à dire sur cette équipe. Je sais juste que, à mon sens, un OL concerné avec un effectif, une composition comme je l'ai proposé, normalement, ça doit passer. Voilà les amis, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la notification. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.